Nous sommes le 29 novembre 2007. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, est interrogé sur les récentes violences urbaines dans le Val d'Oise. Au cours de l'interview, il prononce une phrase désormais célèbre. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Quelques années plus tard, dans le contexte des attentats du 13 novembre 2015, c'est au tour de Manuel Valls, alors Premier ministre, d'exprimer des propos similaires devant le Sénat. Mais moi je vous le dis, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. Certes, les contextes des deux citations sont extrêmement différents, mais il faut tout de même reconnaître qu'en dépit de leur opposition politique, les deux hommes arrivent à une même conclusion. La violence, quelle qu'elle soit, ne nécessite ni explication, ni compréhension. Sans le savoir, ces deux dirigeants soulèvent une question courante à propos des recherches sur la violence et ses exécutants. Chercher à comprendre des criminels et à expliquer leurs actes, n'est-ce pas détourner notre attention de leurs crimes et les pardonner ? Aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'ouvrage d'un historien qui s'est clairement opposé à cette idée pour embrasser au contraire les paroles du célèbre historien et résistant français Marc Bloch qui disait « Un mot pour tout dire domine et illumine nos études, comprendre ». Christopher Browning est un historien américain né en 1944 à Durham, en Caroline du Nord. Lors de son cursus au sein de l'Université du Wisconsin, il fait une rencontre déterminante pour sa carrière en la personne de George Moss. Cet historien américain d'origine allemande est à l'origine du concept de brutalisation des sociétés. Cette notion a particulièrement influencé les historiens anglo-saxons, spécialistes du fascisme et du nazisme. C'est également durant cette période qu'il entreprend la lecture d'un ouvrage célèbre qui, selon lui, bouleversa profondément sa vie académique. C'est La destruction des Juifs d'Europe de Raoul Hilberg. Ce livre, publié en 1961, marque considérablement l'historiographie de l'étude de la Shoah par sa construction d'une logique narrative autour de cet événement. Hilberg y décrit, au travers de sources administratives, les étapes successives de la politique antisémite du Troisième Reich, de la définition du juif à sa déportation vers les camps d'extermination. C'est donc en toute logique que près de 31 ans plus tard, en 1992, Christopher Browning dédie son premier ouvrage à Raoul Hilberg. Des hommes ordinaires, titre de cette première recherche, poursuit l'étude de la Shoah en se focalisant néanmoins sur une thématique différente de celle de son mentor. Dans ce livre, l'historien américain étudie l'impact de la politique criminelle du Troisième Reich sur la vie quotidienne des Allemands et la participation des personnes dites ordinaires aux crimes nazis. Browning s'attarde plus particulièrement sur la vie du 101e bataillon de réserve de police, composé de 500 hommes qui, entre juillet 1942 et septembre 1943, sont envoyés en Pologne pour y exterminer la population juive. Les hommes de ce bataillon sont des pères de famille quadragénaires, originaires de Hambourg, l'une des villes les moins pénétrées par l'idéologie nazie. Pourtant, durant les 16 mois de son existence, le bataillon élimina près de 38 000 juifs et en déporta plus de 45 000 autres vers les chambres à gaz de Treblinka. Des hommes ordinaires est aujourd'hui considéré comme un immanquable de toute bibliothèque historique, du fait de son apport novateur à l'étude de la Shoah. Pour comprendre cette réputation, il faut à mon avis s'intéresser à sa méthodologie. Du point de vue des sources, Browning a utilisé comme base de travail près de 210 témoignages d'anciens membres du 101e bataillon de police. Ces témoignages furent recueillis lors de plusieurs enquêtes judiciaires menées en République fédérale allemande entre 1962 et 1972. Ces documents n'étant pas forcément connus des historiens, le premier exploit de Browning est de les avoir détectés, d'avoir trouvé un support sur lequel l'expérience de ces hommes avait été recueillie. La base de travail de l'auteur est donc innovante, puisqu'elle s'éloigne des traditionnels documents politiques et administratifs pour se concentrer sur des sources jusque-là inexploitées. Dans le cas présent, les documents étaient au départ des rapports de police et n'ont absolument pas été rédigés dans un but historique.
Ainsi, le deuxième talent de l'auteur est d'être capable de les utiliser, de les recouper et de les interpréter. Malgré le délai séparant les témoignages des faits, l'historien est capable d'en dégager un substrat historique, à force de rigueur et de sérieux. La méthodologie de l'ouvrage est également particulièrement intéressante. En effet, Des hommes ordinaires ne se trouve pas dans la continuité du courant dominant de l'histoire sociale, c'est-à-dire l'étude des grandes structures sociales et des masses, mais adopte au contraire une approche micro-historique, issue de l'école italienne de la micro-histoire. Pour être plus clair, l'auteur se concentre sur les individus, leur expérience et leur parcours. Cette approche permet à Browning de saisir la pluralité des points de vue des hommes du bataillon et de comprendre les tueurs en termes empathiques. L'ouvrage est également intéressant par les conclusions qu'il présente. En effet, l'auteur éclaire un point important de l'histoire du bataillon. Seuls 10 à 20% des hommes ont refusé de participer à l'exécution des Juifs. Pourquoi cette participation massive chez des hommes finalement peu touchés par l'idéologie nazie ? Bien plus qu'une adhésion idéologique stricte, on comprend que leur action est davantage motivée par une forme de solidarité avec le collectif, face au sale boulot qu'il faut accomplir, mais également par la crainte de devenir un lâche aux yeux de ses camarades. Browning conclut son ouvrage de la manière suivante. Insidieusement, la plupart de ceux qui n'ont pas tiré n'ont fait que réaffirmer les valeurs machistes de la majorité, selon lesquelles c'était une qualité que d'être assez dur pour tuer des civils non armés, des femmes et des enfants. Les individus très minoritaires qui ont refusé de tirer n'ont donc paradoxalement fait que renforcer le mythe collectif de l'homme inflexible qui doit, sans état d'âme, remplir sa mission. L'historien revient également sur une idée répandue, celle du choix entre obéissance et châtiment. L'auteur infirme cette opinion, en expliquant que les officiers ne brimaient pas les soldats qui refusaient de participer au massacre. Ce livre a ainsi particulièrement renouvelé l'historiographie concernant la Shoah par balle, mais aussi plus largement la question des violences et de ses exécutants. Des hommes ordinaires est enfin intéressant par sa postface, qui revient sur la querelle qui a opposé l'auteur à son collègue Daniel Goldhagen. Les deux hommes ont tous deux travaillé sur le sujet de la participation des Allemands ordinaires aux crimes du Troisième Reich, grâce aux mêmes sources, mais ils en tirent pourtant des conclusions diamétralement opposées. La postface nous démontre donc que des sources ne préfigurent pas le travail de l'historien. C'est bien sa rigueur et sa méthodologie qui feront de son travail une réussite ou non. Dans le cas présent, la communauté scientifique des historiens a tranché le débat. Bien que l'ouvrage de Daniel Goldhagen ait été un succès en librairie, il fut particulièrement controversé et c'est aujourd'hui l'œuvre de Browning qui est devenue une référence, un ouvrage indispensable sur la Shoah. Ainsi, contrairement à ce que peuvent prétendre Nicolas Sarkozy ou Manuel Valls, et comme l'a illustré la querelle entre Christopher Browning et Daniel Goldhagen, il existe un devoir moral qui doit nous inciter à comprendre les criminels, à expliquer leurs crimes et finalement à empêcher leur récidive. Je terminerai donc cette vidéo par cette citation de l'historien et politologue français Jacques Semelin. « Se refuser à comprendre, ce serait alors reconnaître leur triomphe posthume. Ce serait admettre que l'intelligence à faire le mal a été et reste définitivement plus forte que celle qui vise à en percer les mystères. D'un point de vue éthique, une telle position est insoutenable. »